Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir à la Maison de la Poésie pour cette soirée autour de l'appel des odeurs. Votre nouveau livre, Ryoko Sekiguchi, paru aux éditions POL. Alors, vous avez imaginé cette soirée en deux temps. D'abord, une conversation qu'on va avoir toutes les deux, et puis ensuite une lecture olfactive avec Alexandre Elouani, qui est en coulisses et qui est parfumeur et historien du parfum. Alors, quelques mots pour vous présenter, puis pour situer ce livre dans l'ensemble de votre travail. Vous êtes poète, essayiste, vous avez beaucoup approché par l'écriture tout ce qui touche à l'impalpable, à l'indéfini, au fantomatique peut-être. Et puis ces dernières années, vous vous êtes beaucoup intéressé au goût. Et puis de façon plus concrète à la cuisine. Je pense notamment à des livres comme Manger fantôme, Dîner fantasma, Le nuage, 10 façons de le préparer, ou encore l'un de vos livres les plus récents, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Puis il y a aussi votre livre sur les currys japonais. Alors, ce nouveau livre, L'appel des odeurs, c'est aussi votre première incursion dans la fiction, et il est né, je crois, d'une série de chroniques que vous avez écrites pour le journal La Croix, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Oui. Oui, oui, oui. Donc c'était une commande et on m'a dit que, enfin au début, c'était, enfin, on m'a passé la commande de feuilleton, donc 5 jours. Et puis, je lui ai dit, alors ça peut être 5 essais. Et ils m'ont dit, non, on voudrait bien que ça soit une fiction, enfin, ça soit une nouvelle, un récit. Et au début, donc, c'est né de cette, en quelque sorte, cette contrainte. Et j'ai tout de suite répondu, alors est-ce que ça peut être quelque chose sur l'odeur? Mais je n'avais vraiment pas pensé avant, parce que j'ai reçu cette commande, non pas par mail, mais en plus au téléphone. Donc, je ne sais pas d'où vient cette phrase. Alors, je vais écrire quelque chose sur l'odeur. Mais justement, qu'est-ce que ça produit de changer de sens, puisque vraiment vous avez exploré le goût de manière très fine et de manière très, très profonde. Alors évidemment, on sait que le goût et l'odeur sont extrêmement liés, mais qu'est-ce que ça produit dans l'écriture, dans l'imaginaire, de changer de sens? Je pense que finalement, bien sûr, quand on pense, réfléchit rétrospectivement, il y avait une raison bien profonde de vouloir écrire sur l'odeur, parce que, bien sûr, comme vous avez dit, dans la cuisine, quand on parle de ce qui nourrit, il y a à la fois, on assimile un aliment en fait qui a un goût et une odeur. Donc, ce sont ces deux éléments. Et même quand on écrit sur, par exemple, même quand on fait un article banal, journalistique, en fait, par exemple, mettons sur un restaurant, dans la description, il y a toujours des descriptions sur les odeurs. Et puis après, je pense que dans ce passage de sens, il était évident que je n'écrirais pas sur la vue, qui a un sens, mais vraiment qu'on pense qui a un sens majeur, qui a un sens, alors que finalement, je pense que l'odeur est un sens qui est peut-être au-dessus de tous les sens, qui est le plus essentiel. Et finalement, on me dit souvent que j'écris sur, donc, justement, impalpable, invisible. Certes, l'odeur est invisible, mais à part d'être invisible, enfin, laissons justement la vision à la vue. Et après, en fait, elle occupe tout, parce que dans l'air, il n'y a pas une air qui ne contient pas les molécules olfactives, donc on le sent et on respire tout le temps. Donc en fait, on peut dire que c'est un sens qui est le plus proche
de la vie de tout le monde. Et je pense que c'est un peu bizarre de dire que c'est pour écrire, pour être de plus en plus proche de la littérature que j'ai touché l'odeur, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, en fait, c'est plus proche de la vie, et plus proche justement de la vie de tout le monde, mais sans exception. Je disais ça souvent pour la cuisine, bien sûr, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. Mais en même temps, la cuisine, l'acte de manger est vraiment l'affaire des vivants. Bien sûr, enfin, la chaise ne mange pas, la table ne mange pas, et la table ne sera pas mangée non plus. Alors que dans l'odeur, enfin, la table peut avoir une odeur, le lieu peut avoir une odeur, et vous savez, l'histoire de l'âme, on pensait pendant longtemps que les animaux n'ont pas de l'âme, et puis alors, nous, les femmes, non plus. Et puis après, on commence à comprendre que c'est peut-être pas ça. Et moi, et après avoir écrit ce livre, je me demande vraiment si chaque odeur n'a pas sa propre âme. Il est possible que chaque odeur a une vie, une âme. Et voilà, donc c'est une sorte de, comme ça, de proposition de multitude de vies qui nous entourent. Ce livre est assez hybride, puisque au fond il y a ces chapitres qui sont des fictions, et puis ces chapitres sont entrecoupés de carnets d'odeurs écrits en italique. Alors ces carnets d'odeurs sont des réflexions à vous, des citations littéraires, des phrases que vous avez peut-être entendues, prononcées chez des gens que vous avez rencontrés. Est-ce qu'au fond ce carnet d'odeurs est une sorte de miroir réel des fictions, ou quel est le statut de ces carnets d'odeurs? Oui, alors c'est vrai, on peut dire, enfin, c'est donc pour ceux qui n'ont pas lu le livre, donc il y a quelqu'un qui tient le carnet d'odeurs et qui est de plus en plus obsédé à écrire, en fait, soit à la fois sur les odeurs, à côté des odeurs, avec les odeurs, elle est presque... en fait, elle-même devient un peu l'odeur. Et on sait plus qui écrit, donc on sait... Et même dans ces... En fait, c'est vrai qu'il y a à la fois les récits, les contes, les nouvelles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et suivi de carnets. Mais on ne sait pas si ces nouvelles sont écrites par celle qui écrit ce carnet d'odeurs, ou bien est-ce que c'est elle-même qui vit chaque fois en devenant ce personnage qui est toujours elle, mais et moi-même, en fait, en écrivant ce livre, j'étais de plus en plus envahie. Je vivais de plus en plus dans le monde, de plus en plus peuplé par les odeurs, à tel point que je me disais que peut-être ce n'est pas moi, en fait, c'est peut-être une odeur qui voulait depuis longtemps écrire quelque chose. Et qui, enfin, si c'est l'odeur qui écrit un roman, forcément, ça va être un roman sur les odeurs. Et les personnages sont les odeurs. Et donc... donc moi non plus, enfin je ne sais pas trop en fait si les carnets d'odeurs sont des personnes, mais c'est vrai qu'il y a bien sûr qu'il y a des citations, qui vient
des témoignages. Donc, dans ce cas-là, il y a les notes. Mais à part cela, en fait, bien sûr, on veut toujours, par exemple, les romans, on ne lit rarement un roman où tous les personnages sont les chaises. Mais peut-être que si c'est une chaise, elle voudrait bien lire un roman comme ça. Et donc, peut-être, en fait, celle qui tient le carnet d'odeurs ne lit que des livres sur les odeurs. Et dans ce cas-là, des citations qui viennent de ces livres, c'est normal que ça parle d'odeurs. Alors, vous l'avez dit, ces chapitres qu'on pourrait presque lire comme des nouvelles, hein, comme des choses indépendantes les unes des autres, sont reliés par un même personnage qui est elle, et qui a la capacité de traverser les lieux, de traverser les époques. Au fond, c'est une sorte d'Orlando. Le personnage de Virginia Woolf. Non, mais c'est vrai que ça fait ça. Je voulais faire depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, Orlando, mais dans ma version. Au début, quand j'ai commencé à penser, j'ai pensé à faire Orlando asiatique. Après, c'était pas possible. Enfin, c'était pas ma capacité. Enfin, donc j'ai arrêté. Mais je pense que cette idée trottait toujours dans la tête et en rencontrant le sujet, en rencontrant les odeurs, je me suis dit que là, ça a un sens parce que l'odeur peut traverser le temps, de l'espace, justement, qui est quelque chose qui est évanescent, qu'on croit évanescent, qui est volatile, mais c'est-à-dire que volatile, on peut, en fait, qui peut traverser l'espace et qu'il y a des odeurs qui arrivent aussi de passer. Et souvent, on imagine... on associe souvent l'odeur avec le passé, mais que notre imagination aussi peut porter pour sentir l'odeur de futur. Donc, j'ai oublié quelque... Ah oui, oui, pardon. Donc, Orlando. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi pour dire que quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, et il y avait toujours l'odeur. Et il y avait toujours l'odeur qui jouait aussi des rôles multiples. Enfin, ce livre a ce format de 250 pages, mais je pense que si j'aurais pu en fait continuer. Double, triple, parce que tellement les rôles que peut jouer l'odeur est sans limite. Et puis c'est un livre aussi des métamorphoses, c'est-à-dire c'est l'idée de se dire que peut-être les odeurs ne sont pas fixes, il y a quelque chose qui se transforme en permanence. Oui, et puis aussi qui se transforme et qui nous transforme. Je pense, par exemple, quand on porte, c'est souvent ça ce qui arrive quand on porte un parfum. En disant ça, moi je suis pas, en fait, je suis nulle. Je n'ai pas de super nez. Enfin, je suis un peu comme ce personnage qui confond beaucoup. Enfin, les odeurs qui écrit un peu n'importe comment. Enfin, qui n'a que sa grammaire à elle et dont pendant longtemps, je n'avais porté en fait dans ma vie aucun parfum. Peut-être aussi parce que j'écrivais beaucoup sur la cuisine et donc pendant que je goûtais, je ne portais pas de parfum. Et puis bon, voilà. Et, à mes 44 ans, j'ai porté pour la première fois le parfum. Et c'était le plus
plongeon total. J'étais complètement fascinée, non parce que je prenais le parfum comme, je sais pas, le moyen de séduire, comme, enfin souvent, enfin, l'industrie de la parfumerie veut le montrer, mais plutôt que c'était j'ai compris que ça nous a permis de se transformer, justement, le temps que comporte le parfum. Ce n'est pas juste un accessoire, on peut devenir une fleur, on peut devenir un cathédrale, on peut devenir, je ne sais pas, la flamme, on peut dire... Et je trouve ça extraordinaire. Et je pense que c'est les forces propres de parfum et de l'odorat, parce qu'avec avec la vue, enfin, même si on veut, vous savez, enfin, souvent en ce moment, de l'espace, de l'immersion, plus on nous dit que c'est l'expérience d'immersion immersive totale, on sent que qu'on y est de moins en moins. Je sais pas si vous avez fait ce genre d'expérience dans un espace, je sais pas, justement d'exposition, on dit, enfin c'est immersif, mais ben non, on ne joue pas ce jeu-là. Enfin ça marche pas. Enfin je sais pas, pour moi ça marche pas avec la vision au 360 degrés, alors que l'odorat nous permet ces métamorphoses. Et pourtant, c'est notre sens le plus mal aimé, enfin celui auquel on pense le moins, en réalité. On pense le moins en Occident. Oui. Et c'est ça qui était aussi passionnant de lire en écrivant certains livres d'anthropologie. En fait, on apprend aussi qu'il y a qu'il y a plusieurs civilisations qui donnent beaucoup d'importance à l'odorat, qui donnent aussi beaucoup de symboles et qui voient, qui sent, je sais pas, oui, qui vit le monde avec ce sens-là. Donc je pense que c'est vrai, c'est le sens le plus mal aimé et ici, et je trouve ça dommage. Et pareil, en fait, dans la littérature, c'est vrai que quand j'écrivais le livre, en fait, c'était étrange parce que dans n'importe quel roman, je cherchais un peu les pages les phrases qui sont odorantes, même si ce n'est pas les descriptions, mais parfois il y a les lieux qui sentent et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, mais j'ai compris qu'il n'y a pas pour autant beaucoup de livres en fait dans lesquels l'odeur et les odeurs sont les personnages principaux et je trouve ça juste dommage. Donc, Et parmi tous les lieux dans lesquels vous faites voyager ce personnage, cette elle, le premier c'est la bibliothèque. Est-ce que l'odeur des livres, alors j'ai appris en vous lisant que les livres n'avaient pas la même odeur partout, que les livres en Russie ne sentent pas de la même façon qu'en Chine ou en France. Ah, oui. Est-ce que votre premier souvenir olfactif est lié à l'odeur des livres précisément? Oui, à la fois personnellement, oui, parce que j'ai grandi dans un quartier de Tokyo autrefois, donc qui s'appelle Shinjuku, que enfin certains connaissent parce que c'est en centre de Tokyo, mais en même temps, avant la
centralisation du milieu enfin, éditorial. Donc c'était là où il y avait aussi beaucoup d'imprimeurs, de maisons d'édition. Donc on sentait vraiment le papier, l'encre. C'est vrai qu'il y a ça dans mes souvenirs et mes premiers souvenirs, mais en même temps, c'est aussi pour dire que souvent, les gens qui ont lu ce livre me disent en fait, il est rempli d'odeurs et ça me fait très plaisir. Mais en même temps, ce n'est pas des odeurs. Enfin, ce livre, enfin, chez POL, sent comme d'autres livres de chez POL. Mais ce sont les mots. Ce sont les mots qui sentent. En fait, ce n'est pas ce n'est pas les odeurs. Ce sont les mots. Et c'est pour dire que finalement, tout ce que vous allez lire, c'est bien sûr à la fois les odeurs, mais avant tout, ce sont les mots qui vous apportent l'odeur. C'est pour ça que ça commence aussi par si cette elle ne commençait pas à écrire, à tenir le carnet d'odeurs, ce livre n'aurait pas existé. Ce sont les mots qu'elle note qui fait générer qui fait surgir les histoires. Et c'est aussi pour ça que l'odeur, en fait, même le mot odeur, contrairement à ce qu'on pense, à quelque chose d'assez magique, assez littéraire. Parce que si, par exemple, je vous dis, je ne sais pas, l'odeur de marché de Bagdad. Enfin, j'ai jamais été à Bagdad. Enfin, je pense que beaucoup de gens n'ont jamais été à Bagdad. Mais on croit sentir quelque chose. Alors que si on dit, enfin, je sais pas, la vue de quelque chose, en fait, ça évoque moins que l'odeur de. Il suffit de mettre l'odeur de avant n'importe quel mot et commence à sentir. Oui, c'est mettre des mots et essayer d'inventer des odeurs pour des sensations, des états. Enfin, par exemple, il y a beaucoup de questions dans ce livre. Et par exemple, vous vous dites, est-ce que la colère a une odeur ? Ah oui, la colère a une odeur. Mais oui. Et donc, justement, il suffit de mettre l'odeur de tristesse, l'odeur de colère. Mais en même temps, moi, je ne suis pas partisan de dire que, oui, alors les enfants sont dotés de plus de capacités, de sensibilité. Mais en même temps, l'odeur de colère, c'est un enfant qui m'a appris. Quand j'ai fait un workshop sur l'odeur au Palazzo Grassi à Venise, j'ai demandé, en fait, il y avait un jour avec les adultes et auquel j'ai demandé de créer parce qu'il y avait quelques flacons, enfin des matières premières, et d'odeurs qu'ils ont senties dans le passé et qui n'existent plus et qu'ils voulaient ressentir. Et aux enfants, j'ai demandé de créer les odeurs, une odeur qui n'a pas encore senti, qui lui est pas ressentir, sentir dans le futur. Donc, et puis il y avait un enfant qui a créé une odeur et qui a dit. Alors, c'est l'odeur de ma maîtresse de l'école quand elle est en colère, parce que quand j'ai pas fait de devoir. Je dis waouh, waouh. Et ça sentait l'odeur de colère. C'était super. Donc, l'odeur de colère existe. Mais c'est vraiment un moteur pour l'imaginaire, pour la fiction, parce qu'en général, quand on parle des odeurs, on a toujours besoin de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Enfin, je ne sais pas, si on prend l'œnologie, par exemple, on sent un vin, on va dire, je sais pas, ça sent le sous-bois, ça sent la banane, je ne sais pas quoi. On a toujours besoin de se raccrocher à du concret, alors que là, c'est le processus absolument inverse, je trouve. Oui, parce que c'est toujours...
c'est toujours la paraphrase, hein. En fait, ce qu'on fait d'habitude, c'est que, voilà, quand vous dites l'odeur de sous-bois, mais l'odeur de sous-bois, c'est quoi? Ou bien, je sais pas, ça sent le cassis. Et quelle est l'odeur de cassis? Et quand on mange le cassis, et ça sent l'odeur de. Et c'est toujours. Alors que, en fait, c'est notre façon de décrire les odeurs qui étaient. Enfin, je ne dis pas erronées, mais qui est un peu ennuyeux, je dois dire. On a plein de... Et c'est aussi pour ça que c'est devenu aussi un projet littéraire, parce que autant on a beaucoup puisé la façon et de tenter à décrire ce qu'on voit. Il y a plein de virtuoses, merveilles qui ont été faites sur la description de ce qu'on voit. Mais sur la description de ce qu'on sent, en fait, il y a tout un terrain vague qui nous est laissé. Et je pense que j'ai juste mis quelques exemples. Et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de possibilités autour, finalement, d'odeurs, en fait, autour du monde qui nous entoure. Et ça a vraiment ouvert quelque chose dans votre écriture, dans votre manière d'écrire. Alors évidemment, il y a ce rapport à la fiction, hein, qui est nouveau, mais vous avez vraiment eu ce sentiment, parce que en vous lisant, on a l'impression de soulever un couvercle et qu'il y a tout un monde qui sort, en fait. Oui, et ça me fait plaisir que vous dites ça, parce que enfin, c'est vrai que quand j'écris, je suis toujours très pauvre, en fait. Je commence par un état en fait, ce que je ne peux appeler que pauvreté. C'est pas parce que je connais quelque chose plus que les autres que je décide d'écrire sur un thème. Sur la cuisine, quand j'ai commencé à écrire, je ne connaissais mais vraiment rien. Mais je voyais les mystères. Et j'avais beaucoup de questions. Et c'est ça qui m'a attirée. Et là aussi, en fait, dans le livre aussi, il y a plein de questions que je n'ai pas résolues non plus. Et je sentais que c'était comme si, en fait, il y avait un maître. C'était comme si j'ai fait un stage, par exemple, auprès du maître, du fabricant d'un clavecin, que je ne connais pas du tout. Et puis, voilà, j'arrive dans un atelier, et puis je passe le temps, et puis qui m'apprend des choses. C'était un peu ça, pendant l'écriture de ce livre, sauf que mon maître était l'odeur. Donc, il était là. Donc, quand je me lève, il dit « Qu'est-ce que tu as senti ?» Et il dit « Oui, alors... ah oui. » Et comme ça, en fait, du matin au soir. Et je commence à recevoir les messages des lecteurs qui me disent qu'après la lecture de ce livre, on sent différemment. Et ça me fait très plaisir parce que, en fait, moi-même, je sens... Maintenant, je pense que je sens clairement différemment que avant l'écriture de ce livre. Et en fait, si ça arrive, ce n'est pas grâce à moi, justement, ce n'est pas grâce au livre, c'est grâce à cette présence qui est là, en fait, qui est bien là, et à côté duquel on passe, mais vraiment tout le temps. Comment vous êtes-vous posé la question d'aborder ou non les odeurs tristes, les odeurs violentes? Enfin, il y a un passage notamment sur l'odeur de la guerre. Alors, vous l'avez intégré, mais on sent que c'est peut-être une limite aussi. Limite, dans quel sens? C'est-à-dire que vous intégrez cette question, mais vous n'y allez pas complètement. Ah oui. Alors,
Oui, alors je comprends. Je laissais pour ce livre, je ne sais pas que je ne voulais parler que de bonnes odeurs. Justement, en fait, je voulais parler de l'odeur de la guerre. Enfin, la guerre n'a jamais senti bon, jamais. En fait, je voulais dire que on peut être contre la guerre juste parce que ça sent pas bon. Mais en fait, bien sûr, ça fait rire, mais c'est vrai que quand la lecture que je fais, enfin, je faisais pendant la lecture de ce livre, ce n'était pas en fait comme un papillon qui butinait. En fait, plutôt, j'étais un peu à la recherche aussi de l'odeur de la guerre. Et finalement, c'est pas faux quand je dis ça. Dans les romans, vous faites dire, dans n'importe quel roman de la guerre, ça sent toujours mauvais. Et ça sent toujours atrocement mauvais. Mais c'est vrai que ça occupe pas beaucoup de place non plus, aussi parce que j'avais une sorte de grande cause pour ce livre, de la revalorisation de l'odeur aussi. Ouais. Donc de dire que ce n'est pas que ça et que tout le monde en fait, tout le monde, beaucoup de gens, en fait, quand on pense aux romans qui parlent de parfum, donc de parfum, d'Atkin et tout ça, mais atroce. Mais moi, j'aime pas du tout ce livre parce que enfin, je sais pas, c'est très réducteur, c'est très misogyne, c'est très. Et j'avais envie de dire que non, le roman sur l'odeur pour être autrement. Autre que ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai occulté. Et comme un peu comme un peu sur la cuisine, j'ai beaucoup écrit sur la cuisine et c'est vrai que je n'ai pas encore écrit sur la faim et sur la famine non plus. Et c'est aussi parce que je voudrais faire un livre entier sur ce côté vraiment malheureusement noir, mais qui existe de ça. C'est un autre livre au fond. Voilà, je pense. Parmi tous les lieux que traverse elle, vous consacrez 3 chapitres, ce qui est beaucoup dans l'équilibre du livre, au Palais Royal. Oui. Pour quelle raison? Là, je vous amène doucement vers la lecture. Oui. Oui, alors, c'était une sorte de trilogie. Non, parce qu'en fait, j'avais quelque chose pour le Palais Royal, mais la première nouvelle était sur la courtisane de Palais Royal. Et après, en fait, je voulais. Et donc, ce qui exerce les pouvoirs enfin, à l'aide de parfums. Et comme les 12 autres nouvelles étaient sur les parfums, or, dans le livre, je ne parle pas que de parfum, loin de là non plus. Donc, il y a l'odeur de cuisine, il y a l'odeur justement de papier. Et donc, en fait, c'est une sorte de trilogie de parfums sur les parfums et qui est comme une sorte de réincarnation de cette courtisane qui réapparaît dans une autre époque. C'est aussi pour ça que les 12 autres qui suivent se passent au Palais Royal. Ce personnage, alors on pourrait croire qu'elle est immortelle puisqu'elle traverse les temps, les époques. Voilà, c'est presque une sorte de fantôme. Et pourtant, vous l'amenez vers une sorte vers la mort peut-être. Hein. Oui. Oui. Vous savez, souvent, il y a je pense que je ne suis pas la seule qui donne le nom de code pendant qu'on écrit un livre.
Et pour moi, le nom de code, c'était testament olfactif. Donc, c'est vrai, on pense souvent à prendre en photo, en blague sur ça aussi. Et on pense à, je ne sais pas, ce qu'on met dans le cercueil, mais on ne pense pas à ce qu'on met comme parfum. Enfin, ce qu'on porte, ou bien ce qu'on diffuse pendant les cérémonies. Alors que c'est un vaste problème. Non? On passe à la lecture? Oui. Alors, donc, vous avez chacun ce petit truc que vous pouvez ouvrir maintenant. Et il y a le petit flacon que vous pouvez sortir, mais pas encore vaporisé. Et il y a une petite touche. Et lorsque j'arrive à la phrase, elle était alors dans le milieu, au sommet de sa gloire, vous vaporisez sur cette touche. Et vous sentez. Et après, on va parler de ça. Et juste pour vous dire que vous avez chacun un flacon qui sont différemment. Donc, en fait, c'est un flacon personnalisé, unique. OK, on commence. Vous vous souvenez de la phrase, hein? Alors, donc, quand j'arrive, elle était alors dans le milieu, au sommet de sa gloire. OK? Au Palais Royal. Ce soir-là, elle hésitait. Quel corps se donner? Attendant un rendez-vous sur le point d'éclore après un long mûrissement, elle hésitait. Elle savait que l'homme qu'elle allait retrouver ne portait pas de parfum et elle n'était pas sûre qu'il aimerait que la femme qu'il allait voir en porte. Ce n'était pas la première fois qu'ils se voyaient, mais jusqu'alors, elle avait fait très attention à ne porter qu'un soupçon d'effluve vert. Elle était alors dans le milieu, au sommet de sa gloire. On la disait capable d'endosser n'importe quel rôle, selon celui qu'elle fréquentait. Chaque client avait d'elle une image complètement différente, et c'est ce qui lui attirait tant de soupirants. Ses concurrentes, jalouses, cherchaient à percer le secret de son succès. De fait, elle ne peut pas se faire valoir d'un corps exceptionnel ou d'une beauté sans pareille. Une taille moyenne, une poitrine menue et de petites mains charnues, elle n'était pas d'un naturel charismatique. Son secret, pourtant, elle ne le cachait à personne. Elle possédait une collection de parfums et en changeait selon le visiteur. Son ami d'enfance, devenu parfumeur, a joué son associé et l'aidait à façonner ses personnages. C'était comme si elle avait un magicien dans sa poche. Ils étaient complices de tous les jeux sentimentaux. Son ami parfumeur était le metteur en scène, elle, la diva du Palais Royal. Tantôt, elle dégageait une aura de fragilité, tel un papillon sortant de sa chrysalide. Tantôt, elle s'auréolait de parfums de mystère pour égarer celui qui poursuivait sa silhouette immaculée comme dans les labyrinthes de couloirs d'un bâtiment clérical. Parfois, elle était enflammée comme les nuits d'Andalousie, parfois pareille à une étrangère venue du pays des sables. Le parfum crée l'expression du visage. Si nos sentiments transparaissent dans l'odeur corporelle, on peut aussi les jouer, les masquer, devenir doubles. Elle avait appris à se transformer, mais
ce qui la rendait surtout inimitable, c'est ce don qu'elle avait de cerner la personnalité de l'autre et de choisir l'odeur à même de l'attirer. Ce qu'il avait connu ne pouvait garder que le souvenir de ce parfum qui s'évapore, ce qui rendait le désir plus fort encore dès qu'on avait quitté sa chambre. Pourtant, cet homme avec lequel elle avait rendez-vous en privé, le rendez-vous le plus important à ses yeux, elle n'arrivait pas à le saisir. Ayant compris, ou du moins senti qu'il n'appréciait pas les parfums, c'était comme si elle ne pouvait plus utiliser son langage, le seul qu'elle maîtrisait à la perfection, comme moyen de séduction ou de communication. Il lui était inconcevable de ne pas porter de parfum, mais elle pressentait que cela pouvait lui causer d'être repoussée et se sentait impuissante. Pourtant, c'était lui qu'elle brûlait tant de recevoir. Merci. On accueille Oui, Alexandre. Alors, en fait, cette lecture, ce parfum, cette histoire n'est pas terminée. Et donc, j'appelle ce magicien, enfin ce parfumeur, Alexandre Elouani. Donc, bonsoir. Rebonsoir. Oui. Alors, donc, Louis, il est parfumeur, il est historien de parfum. Et c'est avec lui qu'on a conçu cette lecture. Est-ce que tu pourrais dire un peu, enfin, raconter un peu l'histoire? Comment ça a été fait? Alors, comment ça a été fait? C'est intéressant. J'aime beaucoup travailler avec Ryoko, puisqu'il y a toujours des fulgurances à 3 heures du matin. C'est-à-dire que Ryoko est venue me voir et elle m'a parlé de ce livre, et notamment elle m'a lu ce passage. Et on a essayé de deviser un moyen disons, de voir l'odeur un peu différemment et surtout d'imaginer, pour ce soir, chacun de ses clients imaginaires. Voilà, donc en principe, 170 clients, voilà, et différents. C'est ça. Et c'est pour ça que chaque parfum devait être différent et unique. Voilà, exactement. Donc on s'est amusé à imaginer ces 170 archétypes, puisque vous êtes à peu près 170 ce soir. Et puis aussi, c'était aussi à la fois le moyen aussi de faire entrer dans la fiction, ce qui est le but. Et donc, vous avez aussi derrière un chiffre qui est marqué, n'est-ce pas? Retenez bien ce chiffre, parce que on va faire la 12e lecture de 170 hommes. Je suis désolée, enfin, il n'y a pas de femmes, mais bon, c'est l'occasion de faire le catalogue des hommes, parce que enfin, souvent, on fait les catalogues des femmes, et puis, on a le droit, pour une fois, n'est-ce pas, de faire le catalogue des hommes. Voilà. Mais non, mais qui sont tous très, très charmants, donc ça va. Donc, en fait, on va faire une sorte d'appel de classe. Donc, je vais dire, enfin, on va lire, donc, suivi chaque fois de chiffres, de personnages, l'homme qui est en question. 1. Celui qui aime la soie. 2. Celui qui sait qu'il est beau. 3. Celui qui a peur de parfum. 4. Celui qui collectionne les cuillères à sucre. 5. Celui qui a la manie de toujours toucher quelque chose. 6. Celui qui a l'oreille quasi absolue. 7. Celui qui essaie de masquer son accent. 8. Celui qui tombe immanquablement amoureux d'une fille qui a un accent. 9. Celui qui aime un peu trop sa mère. 10. Celui qui se perd dans les cartes. 11. Celui qui n'aime pas les alexandrins. 12. Celui qui n'aime que les alexandrins. 13, celui qui a les mains tachées d'encre. 14, celui qui aime se réveiller le dernier. 15, celui qui a les mains humides. 16, celui qui a une belle nuque.
17, celui qui marche toujours à pas pressés. 18, celui qui évite les flaques d'eau. 19, celui qui a honte de son grand front. 20, celui qui a des lacets rouges. 21, celui qui a les mains douces. 22, celui qui n'est jamais satisfait. 23, celui qui aime les instruments à cordes. 24, celui qui est excessivement jovial. 25, celui qui revient d'Espagne. 26, celui qui revient de Cologne. 27, celui qui sifflote quand il est heureux. 28, celui qui grince des dents au lit. 29, celui qui s'abrite sous les platanes. 30, celui qui a peur de dormir seul. 31, celui qui a peur de tout. 32, celui qui sent le bouillon de légumes. 33, celui qui n'est jamais allé rive gauche. 34, celui qui parle japonais. 35, celui qui a les genoux calleux. 36, celui qui éternue bruyamment. 37, celui qui part toujours en mer. 38, celui qui ne parle que de mythologie grecque. 39, celui qui se ronge les ongles. 40, celui qui a une tache de naissance en forme de poire. 41, celui qui caresse les grains de beauté. 42, celui qui connaît le nom des nuages. 43, celui qui collectionne les feuilles mortes. 44, celui qui fréquente tous les théâtres. 45, celui qui aime la pluie. 46, celui qui a les chaussures boueuses. 47, celui qui a toujours le teint allé. 48, celui qui inventera le romantisme. 49, celui qui aime un peu trop l'opium. 50, celui qui se nourrit de la friandise. 51, celui qui grignote les pistaches 2 par 2. 52, celui qui arrive toujours en retard. 53, celui qui veut l'épouser. 54, celui qui rêve d'être une courtisane. 55, celui qui a peur de dire « je t'aime ». 56, celui qui a peur de dire « je ne t'aime plus ». 57, celui qui aime aimer. 58, celui qui a de la farine dans les cheveux. 59, celui qui ne se lave pas les cheveux. 60, celui qui ne se lave pas tous les jours. 61, celui qui sent la poudre à canon. 62, celui qui refuse d'aller chasser. 63, celui qui cligne souvent les yeux. 64, celui qui ne sait pas faire les nœuds. 65, celui qui mâche la bouche verte. 66, celui qui n'a jamais fini de muer. 67, celui qui déteste les mardis. 68, celui qui passe son temps au jardin botanique. 69, celui qui ne boit que de champagne. 70, celui qui a peur de son succès. 71, celui qui ne mange pas de légumes d'hiver. 72, celui qui prend du temps pour aimer. 73, celui qui n'a jamais réussi à jouir. 74, celui qui sait parler 4 langues. 75, celui que tout le monde trouve beau. 76, celui qui aime qu'on lui donne des ordres. 77, celui qui a le malheur d'avoir une belle voix. 78, celui qui rougit trop vite. 79, celui que sa mère n'a jamais complimenté. 80, celui qui porte un œillet au poignet. 81, celui qui porte le parfum d'une autre. 82, celui qui regarde les chaussures. 83, celui qui a une libido saisonnière. 84, celui qui regarde juste au-dessus des yeux. 85, celui qui est fier de ses poignées d'amour. 86, celui qui ne sait pas manger proprement. 87, celui qui se lèche les doigts. 88, celui qui a de longues mains. 89, qui est celui qui a des yeux noirs profonds. 90, celui qui est toujours entier. 91, celui qui connaît le nom de toutes les fleurs. 92, celui qui ne retire jamais ses bagues. 93, celui qui fait merveilleusement bien l'amour. 94, celui qui donne envie de tout plaquer. 95, celui qui fait s'arrêter le temps. 96, celui qui paie mieux qu'il ne baise. 97, celui qui sait caresser les clavecins. 98, celui qui est prisonnier de son passé. 99, celui qui croit trop. 100, celui qui s'émerveille sans cesse. 101, celui qui s'entend bien avec son grand frère. 102, celui qui tient le carnet de ses rêves. 103, celui qui se lève aux aurores. 104, celui qui transpire beaucoup.
105, celui qui a peur de sa propre odeur. 106, celui qui rêve de mourir mais n'ose le dire à personne. 107, celui qui a un faible pour les souvenirs rapportés de lointain. 108, celui qui s'use à l'usure. 109, celui qui accepte de vieillir. 110, celui qui porte beaucoup de bagues. 111, celui qui est fier de ses conquêtes amoureuses. 112, celui qui a un sourire irrésistible. 113, celui qui joue le rôle du père idéal. 114, celui qui pense qu'il va mourir jeune. 115, celui qui tombe amoureux en 3 minutes. 116, celui qui recherche sans cesse l'amour introuvable. 117, celui qui aime les chevaux. 118, celui qui se croit toujours malade. 119, celui qui n'évite pas les mendiants. 120, celui qui habite à côté d'un théâtre sans jamais y aller. 121, celui qui ne va jamais à la messe. 122, celui qui veut changer tout le temps de maîtresse. 123, celui qui achète tous ses habits chez un tailleur italien. 124, celui qui porte les gants parfumés. 125, celui qui a 4 frères. 126, celui qui a une voix rauque à force de trop fumer. 127, celui qui chasse des papillons. 128, celui qui a un cabinet de curiosité chez lui. 129, celui qui sent les épices. 130, celui qui n'aime pas l'été. 131, celui qui n'aime que les natures mortes. 132, celui qui habite près du Palais Royal. 133, celui qui arrive toujours essoufflé. 134, celui qui ne cesse de se laver les mains. 135, celui qui a une collection d'ex-libris. 136, celui qui change tout le temps de coiffeuse. 137, celui qui est toujours nostalgique de sa ville natale. 138, celui qui a grandi à côté de la mer. 139, celui qui est alcoolique mais ne le sait pas. 140, celui qui rapporte toujours des fraises. 141, celui qui ne boit que de chocolat chaud. 142, celui qui vient des îles. 143, celui qui s'est enrichi de manière pas nette. 144, celui qui préfère les lectures aux filles. 145, celui qui ne se sépare pas de son journal intime. 146, celui qui vit avec des secrets. 147, celui qui collectionne des plantes tropicales. 148, celui qui parle de pyramides. 149, celui qui ne parle que de la Chine. 150, celui qui n'a jamais vu la mer. 151, celui qui a un tapis de son arrière-grand-père. 152, celui qui maltraite le chat de son épouse. 153, celui qui avale toujours sa potion. 154, celui qui n'a pas de notion du temps. 155, celui qui regarde les étoiles. 156, celui qui garde l'effigie de son premier amour. 157, celui qui a une voix excessivement suave. 158, celui qui est monolithique. 159, celui qui se croit laid. 160, celui qui compte le nombre de marches des escaliers. 161, celui qui aime l'odeur de sa maison de campagne. 172, celui qui a tout fait pour avoir son titre de noblesse. 163, celui qui aime les poètes persans. 164, celui qui sait réciter 1000 poèmes. 165, celui qui écrit des poèmes mièvres. 166, celui qui juge les autres. 167, celui qui rentre toujours avant les autres. 168, celui qui n'est aimé par personne. 169, celui que tout le monde a envie d'aimer. 170, celui qui aime partir trop souvent au voyage. 171, celui qui parle aux oiseaux. 172, celui qui écrit. 173, celui qui ne donne jamais son nom. Est-ce qu'on a le temps de demander à Alexandre comment parce que en fait c'est pas juste un parfum comme ça, une image collée au personnage. Donc est-ce que tu pourrais donner quelques exemples? Bien sûr. Non, donc en effet, le travail qu'on a fait avec Ryoko et surtout, enfin, ma partie du travail, c'était de partir de ces archétypes de clients et de leur trouver leur odeur, ou en tout cas d'imaginer
l'odeur telle qu'elle serait reçue. Donc c'est pas juste... Donc cette fois-ci, en fait, c'est pas l'odeur pour le séduire, mais c'est en fait l'odeur qui les représente. Exactement. Voilà. Donc c'est intéressant de penser le parfum au niveau d'après encore. Donc ces parfums, on a quand même mis pas mal de temps à les choisir. Parfois, ça a été très, on va dire très sémantique. Voilà, celui qui regarde les étoiles, j'ai choisi de la Galaxolide, puisque ça a ce nom de galaxie. Parfois, ça a été très technique, fonctionnel, on va dire, d'un point de vue parfumeur, c'est-à-dire que celui qui n'est aimé par personne. Je t'avais posé la question de ce que cela signifiait, et tu m'as dit c'est celui qui est toujours là, mais qu'on n'invite pas vraiment aux soirées, celui qu'on oublie de prévenir quand il y a un pot de départ. Voilà. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on traduirait ça en parfumerie? En parfumerie, il y a une matière, en tout cas, qui est un peu comme ça. Voilà, elle est toujours un peu là, mais bon, on s'en fiche un peu. Je connais aucun parfumeur qui en est absolument fan. C'est de l'isoe-super. Voilà, c'est une molécule cédrée qu'on fout littéralement presque partout. Mais bon, voilà, il n'y a personne qui en sera très... Enfin, je connais vraiment personne qui en est vraiment foncièrement amoureux. Et puis... non, mais c'est... Le pauvre isoe. Et puis voilà, et puis il y a des choses qui ont été... comment? Qui ont été créées. Oui, exactement. Alors, c'est aussi ce dont je suis très content ce soir. C'est qu'on a quand même bénéficié le soutien de parfumeurs et de maisons qui ont accepté de jouer notre jeu et qui ont créé pour vous, pour ce soir, des compositions exclusives. Donc, je remercie notamment Firmenich et Givaudan qui nous ont vraiment soutenus à cet endroit-là. Fabrice Pellegrin, qui est parfumeur senior chez Givaudan, qui nous a créé quelques parfums. On a aussi Florian Gallo, qui est parfumeur chez Firmenich. Et donc, ils nous ont créé des compositions. Puis on a aussi Chiam à la Maison Dieu, chez Givaudan, qui est donc parfumeur senior chez Givaudan, et qui nous a créé quelques compositions. Eux aussi ont eu un peu leur manière de voir les choses. Ce qui était drôle, parce que c'est qu'ils n'ont pas choisi que des archétypes des hommes beaux et poétiques, parce que... Je ne sais pas si tu pourrais raconter cette parfumeuse. Ah oui. Alors, on a une amie parfumeur qui travaille chez Sozio, qui est une maison de composition, qui a travaillé sur le parfum de celui qui paye plus qu'il ne baise, qui paye mieux qu'il ne baise. Voilà. Donc, je leur ai juste donné ces archétypes à tous les parfumeurs, sans aucune explication, sans aucun contexte. Et je leur ai dit, faites ta tambouille. Mais quand on sent ce parfum, ça a vraiment le parfum d'un nouveau riche. Oui, exactement. C'est-à-dire que, parce que je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais alors attends, comment t'es arrivé à cet endroit de celui qui paye mieux qu'il ne baise? Et elle m'a dit, je me suis dit, mais qui paierait mieux qu'il baiserait? C'est quelqu'un forcément de bourgeois ou néo-bourgeois, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans l'affect, c'est quelqu'un qui réussit bien. Juste propre. Enfin, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas trop le temps vraiment de choisir ce qu'il veut porter. Et donc, elle a sorti ce parfum qui sent... en fait, on n'a pas besoin d'avoir de contexte pour le sentir et comprendre. Quand on préparait à trois, enfin, on était trois personnes à préparer et sentir. Waouh, là, c'est vrai, on a envie de changer le drap, quoi. Oui, exactement. Et voilà, après il y a eu des choses plus directes. Il y en a un parmi vous, je suis un peu désolé pour lui, qui a dû recevoir de l'alcool Matsuzake. C'est une molécule qui sent le cèpe. Voilà, ça c'est pour celui qui a les chaussures boueuses. J'imaginais pourquoi il a les chaussures boueuses, parce qu'il va toujours à la chasse aux champignons. Donc avec... ouais, c'est comme ça que j'ai imaginé. Ah non, mais c'est super. Mais voilà, c'est ça qui est beau en fait, ce qu'on a fait avec Ryoko ici, c'est qu'on a inventé, on a imaginé l'histoire de tous ces hommes. Pourquoi est-ce que cet homme s'émerveille sans cesse? De quoi est-ce qu'il s'émerveille sans cesse? Pourquoi il accepte de vieillir? Pourquoi il a peur de mourir? Et c'est à partir de ces histoires que j'ai pu trouver des parfums ou des matières ou proposer à des parfumeurs de créer ces ça, c'est extraordinaire qu'en fait, la description d'une personne, justement, non pas par les mots, mais en le sentant, et parfois on dit, oui, c'est exactement ça. Mais qu'on ne sent pas le parfum de cette manière-là. Mais pourquoi on sent, en fait, on pense que, ah oui, non, mais c'est exactement ce genre de type. C'est aussi parce qu'il y a aussi en fait, l'usage de certains
certaines odeurs dans notre société qui fait qu'on colle l'image, à certaines images, à certaines odeurs, n'est-ce pas? Ah ben, complètement. Ouais, typiquement, celui qui paye mieux qu'il ne baise, c'est une odeur qu'on a tous déjà sentie. Alors, pas dans ce sens-là, mais... et puis voilà, pareil, enfin, c'est aussi à ça qu'on se raccroche, c'est à ça que je me suis raccroché pour trouver ces correspondances-là. C'est quelle est la réception de certaines molécules, quelle est la réception de certaines formes olfactives, quelle est la réception de certaines structures, on va dire, en termes de composition de parfum, et en quoi ça nous parle. En quoi ça peut, on peut avoir ce lien. Et oui, et tout à l'heure, en fait, j'ai oublié. Enfin, la chose importante, c'est que pourquoi, en fait, j'ai demandé à Alexandre que qu'on s'est rencontrés juste il y a 2 mois, mais c'est parce que, en fait, il ne faut pas penser que tous les parfumeurs sont comme ça. C'est en fait, moi, je l'appelle parfumeur littéraire parce qu'il travaille toujours à partir de textes. Il a, en fait. Je l'ai rencontré parce que avant de le rencontrer, j'ai senti, sans le connaître, en fait, il a un parfum qui a été fait, qu'il a créé à partir de l'Odyssée. Et c'est vraiment merveilleux. Et on sent le livre. Donc et il est en train et il m'a raconté qu'en fait, à la première rencontre, à la première fois, il m'a dit qu'il est en train de créer le parfum à partir de Cantique des Cantiques. Donc, comment ne pas, en tant qu'amateur, enfin, en tant que légende de la littérature, comment ne pas être passionné par ce genre de projet? Bah, merci. Enfin, écoute, ça me touche. Mais non, c'était une très belle rencontre, Ryoko. C'est une très belle rencontre. Mais parce que ce que je trouve beau, justement, quand on parle de l'appel des odeurs, c'est que justement, on a toujours tendance à penser le parfum dans son flacon, dans son flacon, dans son étui, sur son étalage à Sephora ou Marionneau, etc. Et on oublie de penser justement à toute cette dimension de l'olfaction, en fait, toute cette dimension olfactive qui, pour moi, donne l'épaisseur à la vie. Et quand on crée ces archétypes, comme tu dis, en fait, suffit de les sentir pour qu'ils existent. Pour savoir qu'ils sont là, pour les comprendre. Mais c'est un peu justement ce que tu as fait pour ta création de parfums à partir de l'Odyssée. Donc, en fait, tu as senti les odeurs dans les textes. C'est exactement en fait ce genre de travail. Non, c'est la lecture qui informe nos parfums. La lecture informe le parfum dans ce projet de l'Odyssée. En l'occurrence, on est parti des plantes de l'Odyssée. Qui ont formé la base du parfum. Donc, il y en avait 44 qui étaient cités par Homère, et il fallait qu'il y ait ces 44 matières naturelles dans le parfum. Et c'est en travaillant ce parfum, en travaillant autour de ces 44 matières, que je me suis rendu compte qu'elles seules ne pouvaient pas rendre compte de l'Odyssée. Justement, tu vois, on parle de toutes ces odeurs un peu fantômes, ces odeurs qui sont toujours là. En fait, dans l'Odyssée, on en a beaucoup. L'odeur de l'homme, elle est jamais citée. L'odeur des muscles qui sont tendus, elle est jamais citée. L'odeur des oliviers, on n'en parle pas. L'odeur de la mer n'est jamais citée. Pourtant, elles sont là. Et la bascule, elle s'est faite à cet endroit-là, en fait, de se dire, mais toutes ces odeurs, elles existent. Elles sont là. Peut-être qu'elles sont tellement là qu'on les regarde plus, qu'on n'y prête plus attention. Mais si on veut faire un parfum de l'Odyssée, il faut aussi s'imprégner de ça. Au-delà de juste simplement du texte. Il faut qu'il y ait des vagues. Exactement. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu.